Il est 8h15 sur Radio Classique. Bonjour Anne Toulouse. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste et essayiste franco-américaine, autrice de L'art de Trumper ou Comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde aux éditions du Rocher. Nous allons longuement parler de cette rencontre tant attendue, déjà tant commentée entre Donald Trump et Vladimir Poutine demain à Anchorage en Alaska. C'est la 7e fois donc que les deux hommes se rencontrent physiquement, deux hommes qui abordent la résolution du conflit de manière différente. L'un veut un accord, quel qu'il soit, quand l'autre veut la victoire. Dans ces conditions, Anne Toulouse, qu'attendre de cette entrevue ? Bien, écoutez, on a quand même vu les espoirs monter en puissance, puisque quand on a annoncé la rencontre il y a environ une semaine, c'était simplement une prise de contact. C'était en fait quelque chose qui était totalement à l'avantage de Vladimir Poutine, puisqu'il remettait les pieds sur la scène internationale, y compris sur le sol américain, enfin sur ce qui était le plus éloigné du sol américain, puisque l'Alaska, qui est quand même à 5000 km de Washington, n'est même pas contiguë au sol américain, et en plus, elle a été rachetée à la Russie. Il y avait peut-être un symbole là-dedans. Bref, on devait simplement l'écouter, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, comme l'avait fait Emmanuel Macron, par exemple, qui parlait avec lui pour voir ce qu'il avait à dire. Et puis, hier, d'un seul coup, il y a eu une grande montée en puissance avec cette rencontre avec les Européens, et je pense qu'il ne faut pas non plus négliger le rôle de l'Europe, parce qu'après cela, on entend complètement un changement de ton, c'est-à-dire que Donald Trump quelque part embrasse les directives européennes. Je ne dis pas qu'il va les appliquer, mais enfin, il sort en disant, on va... D'abord, il prononce le nom de cessez-le-feu, qui était avant, puisque le cessez-le-feu, c'est le préalable à tout arrangement, selon ce que veut l'Ukraine et ce que ne veut pas Poutine, d'ailleurs. Et puis, il y a surtout l'annonce de ce second sommet qui pourrait avoir lieu à la fin de la semaine prochaine. Alors, on sait très bien, enfin moi je ne suis pas spécialiste de Poutine, moi ma catégorie c'est Donald Trump, mais je peux quand même me douter comme tout le monde que c'est exactement ce que Poutine ne veut pas, ce sommet avec Zelensky, qui est une façon de le reconnaître. Alors, comment Donald Trump va-t-il le persuader ? Et d'ailleurs, Poutine n'est certainement pas sensible à la persuasion ni à l'appel au bon sentiment. Il arrive quand même, et il en a parlé hier quand il parle de mesures sévères. On sait exactement ce que c'est, et ça ferait, s'il l'applique, très mal à la Russie, puisque c'est ce qu'on appelle les sanctions secondaires, c'est-à-dire qu'il y aurait des droits de douane très élevés qui seraient portés sur les pays qui fournissent, qui en quelque sorte redonnent une virginité au pétrole. La Chine et l'Inde, pour pas les nommer. Et surtout l'Inde. Alors, l'Inde est dans le collimateur parce que l'Inde est le plus gros client de la Russie, et donc raffine ce pétrole et le remet sur le marché. Et c'est assez extraordinaire tout de même que le gouvernement américain s'en prenne à l'Inde, qui est quand même leur plus grand partenaire dans la région. Il y a déjà un décret qui est signé et qui imposerait 25% de taxes supplémentaires sur les importations indiennes, si, évidemment, le président décide de l'activer. Mais le décret existe, et il existe au Sénat une loi qui n'est pas encore votée et qui, elle, appliquerait des tarifs exorbitants, absolument exorbitants, sur tous les pays qui commercent avec la Russie. Donc là, ça pourrait faire très mal à la Russie parce que ça touche 60% de ses revenus. Tout est sur la table, mais Donald Trump, vous l'avez dit, tâter le terrain, il s'agira d'écouter Poutine. Une telle prudence, ça ne lui ressemble pas beaucoup. Est-ce qu'il a peur ? Est-ce qu'il en a marre d'être en quelque sorte humilié ? Le mot est peut-être fort, mais par Vladimir Poutine, de faire des propositions sans jamais avoir rien eu en retour pour l'instant. Et je pense qu'il est énervé, effectivement, parce que par le passé, il a été plutôt proche je dirais pas proche, mais enfin, il a eu des mots aimables pour Poutine. Il a dit qu'il était très intelligent, c'est ce que tout le monde sait. Et je pense qu'au cours des 6 sommets, ils se sont bien, dans son premier mandat, ils se sont bien entendus. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit parce que Donald Trump exigeait toujours que son traducteur déchire ses notes. Mais cette fois-ci, Donald Trump est arrivé au pouvoir en disant qu'il allait régler le problème de l'Ukraine dans les 24 heures. Après, il a dit, je plaisantais, certainement, c'est ce qu'il appelle une hyperbole véridique. Il voulait dire rapidement. Rapidement, ça fait 6 mois, ça commence à traîner un peu. Et c'est vrai que Vladimir Poutine, non seulement n'a pas saisi les perches qui étaient tendues, mais à chaque fois que l'envoyé américain, Steve Witkoff, arrivait à Moscou avec des propositions de cessez-le-feu, il bombardait un peu plus l'Ukraine. Donc Donald Trump, je ne dirais pas qu'il est humilié. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il ressente une humiliation à ce niveau, mais il est frustré. Il est frustré et il voudrait que ça avance. Donc, je pense que là, il
pourrait être prêt à appuyer sur le bouton de cet arsenal ou au moins à le mettre en avant. Maintenant, je dirais, la grande inconnue, c'est Poutine, parce que vous avez deux hommes face à face qui sont très différents. Il y en a un qui est un peu prévisible, l'autre qui est impénétrable. Il ne faut pas oublier que quand même, Poutine est un pur produit du KGB, qui est formé à la manipulation, à la désinformation. Et en face, vous avez Donald Trump qui compte beaucoup sur son charisme et qui raisonne toujours en homme d'affaires, c'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi ces pays qui ont tout à perdre n'essaient pas de gagner à la place. C'est un peu comme ça qu'ils fabriquent des deals. C'est toujours l'art du deal. Et justement, sur leurs relations personnelles, on a dit beaucoup de choses. Vous l'avez rappelé, la lune de miel en janvier, l'agacement ces dernières semaines. Une rencontre maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur leurs relations personnelles, deux hommes qui ont une vision si différente du monde ? Écoutez, leur relation personnelle a beaucoup fait jaser, puisqu'on a dit que, et ce qui a beaucoup offensé Donald Trump, c'est qu'il avait été élu la première fois grâce à la Russie, qui était intervenue dans le scrutin. C'est pour ça qu'il a dit, mais non, contrairement à ses services de renseignement, il a dit non, pas du tout, la Russie n'a rien à voir dans ma première élection. C'était quand même un peu embêtant de dire qu'il avait été élu grâce au Kremlin. Donald Trump est un homme autoritaire, donc il respecte l'autorité. D'ailleurs, en ce moment, je ne sais pas si on se rend compte à quel point il est en train de faire bouger l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis vers le pouvoir présidentiel. C'est au bout de 6 mois le président américain qui a le plus de pouvoir, sauf ceux qui ont exercé en temps de guerre. C'est quand même considérable. Donc, Donald Trump, qui est un patron et qui, pendant son premier mandat, était extrêmement frustré de toutes les limites qu'imposait l'équilibre du pouvoir et même sa propre équipe, cette fois-ci, a pris la barre en main. Donc, quelque part, il se sent peut-être plus à l'aise avec les autoritaires qu'avec le reste des dirigeants de la planète. Il est fasciné par ces dirigeants-là ? Je dirais pas qu'il est fasciné, mais il trouve quelque part qu'ils ont bien de la chance de pas s'encombrer de tous les contre-pouvoirs. Ça, c'est certain. Et puis, peut-être est-il fasciné, mais vous savez, les présidents américains, moi j'en ai vu depuis Clinton, puis après Bush, Obama, ils ont tous été un peu déroutés par la personnalité qui, comme je le disais, est quand même assez étrangère à ce qui fonctionne aux États-Unis. Donc, je pense que Donald Trump, en même temps, il a aussi été regardé un petit peu de haut par les autres dirigeants de la planète. Donc, quelque part, eux, au moins, ils vont pas lui donner des leçons de politique. Mais je pense que ça s'arrête là, quand même. C'est le mieux placé aujourd'hui pour obtenir quelque chose, quoi que ce soit, un bout de papier de la part de Vladimir Poutine ? Certainement, vous savez, les États-Unis, c'est quand même la plus grande puissance mondiale. Et puis, la guerre en Ukraine, c'est quand même eux qui la portent. Je dirais, bon, je vais pas dire de pourcentage d'abord parce que je le connais pas, mais c'est quand même eux qui portent la plus grande part du fardeau. Alors vous savez, au restaurant, c'est toujours celui qui paye qui commande le vin. Donc c'est un peu la même chose. Là, les États-Unis ont beaucoup investi dans cette guerre. Donc ils se disent, c'est peut-être à nous d'avoir notre retour sur investissement. Et est-ce que Donald Trump, vous direz qu'il a vous parliez de l'international, une revanche à prendre sur, il veut prouver quelque chose à l'international, coûte que coûte, pouvoir annoncer quelque chose, besoin d'une reconnaissance à l'international ? Écoutez, ça fait 10 ans que je vis avec Donald Trump, littérairement. Hein. Et je me suis replongée d'ailleurs récemment dans ses livres. Enfin, je vous le conseille pas comme lecture d'été. Mais Donald Trump a toujours eu une revanche à prendre. Parce que depuis le début de sa vie, depuis qu'à 20 ans, il s'est lancé dans l'immobilier, il a toujours été regardé de haut comme une sorte de bouffon, comme quelqu'un qu'on prenait pas au sérieux. Et tout ce qu'il a fait, y compris d'énormes bêtises comme d'aller investir à Atlantic City, ça a toujours été pour prouver qu'il était le plus grand, le plus fort. Et comme je le disais tout à l'heure, quand il est arrivé sur la scène internationale, il a bien vu, il est, contrairement à ce qu'on dit, il n'est ni bête ni fou, il a bien vu qu'il y avait autour de lui une consternation et une certaine condescendance. Donc, il a prouvé qu'il pouvait revenir pratiquement d'entre les morts sur la scène nationale américaine, où en ce moment il a toutes les cartes entre les mains. Ça durera peut-être pas, hein, parce que tout ça peut s'effondrer. Mais pour l'instant, il a bâti exactement son projet, qui était de tout prendre en main, y compris ce qui se passe dans les États, ce qui se passe dans le DC, dans la capitale. Sur la scène internationale, il a le sentiment qu'on ne l'a jamais reconnu et qu'on n'a jamais reconnu tout ce qu'il avait réussi, par exemple, dans son premier mandat, les accords d'Abraham au Proche-Orient, qui étaient quand même une avancée considérable. La semaine dernière, il y a eu à la Maison-Blanche, et on n'en a pas fait grand cas, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui a été exactement un deal à la Trump. C'est-à-dire, vous allez vous entendre entre vous, ça fait 37 ans que ça dure, c'est très dommageable pour l'un et l'autre. Alors, on va faire une zone économique entre les deux, une route, et on va l'appeler la route Trump vers le progrès, et le progrès, je sais plus quoi, CPP, quelque chose comme ça. Donc,
c'est la signature de Trump. Ces gens-là ne comprennent pas qu'il y a une rédemption des conflits par le business. Et c'est ça que craignent aujourd'hui les Européens, que Trump et Poutine, deux puissances, s'entendent entre eux sur un faible, l'Ukraine. Est-ce qu'on va revivre un Yalta, un pacte germano-soviétique, quelque chose comme ça? Vous avez raison de parler de Yalta, parce que c'est quand même une tradition. Au moment de Yalta, lorsque Franklin Roosevelt, qui est pourtant un homme d'État très admiré, a divisé l'Europe avec Staline, il n'a ni invité ni informé les intéressés. Donc je dirais même que c'est une tradition qui remonte à George Washington, qui écrit dans sa lettre d'adieu: ne vous mêlez surtout pas de ce qui se passe en Europe, parce qu'il n'y a que de mauvais coups à prendre. Il le dit beaucoup mieux que moi. Donc, si vous voulez, il y a effectivement je crois que j'ai perdu une sorte de Yalta, une crainte des Européens d'être laissés au bord de la table et que les deux, Américains et Russes, s'entendent sur l'Ukraine, quoi, entre eux. Non, oui, c'était une crainte, d'autant plus que la semaine dernière, quand même, Donald Trump a parlé d'échange de territoire. Oui, ce que Zelensky refuse pour l'instant. Mais je pense que c'est là que la réunion, quand même, d'hier a été importante, puisque publiquement, Donald Trump a entendu la voix de l'Europe et même l'a reprise en partie à son compte. Donc, tant qu'il était tout seul avec Poutine, on pouvait craindre un accord d'arrière-boutique, parce que Donald Trump veut absolument que tout ça soit réglé rapidement, d'abord parce qu'il l'a promis, et d'abord parce que c'est encombrant pour je suis désolé de dire ça, parce que c'est surtout encombrant pour les gens qui subissent cette guerre. Mais les États-Unis ont quand même un fardeau dont ils ne savent plus trop quoi faire. Est-ce on parle aussi beaucoup de Donald Trump et du Nobel de la paix. Est-ce que c'est si important que ça pour lui ? Alors, je ne sais pas si c'est le Nobel, et je pense qu'il faudrait demander à Oslo s'ils sont prêts à lui donner le Nobel, mais le raisonnement de Donald Trump, et il n'a pas tort, c'est si Obama l'a eu avant d'avoir fait quoi que ce soit, et d'ailleurs je ne pense pas qu'il l'ait eu après, pourquoi pas moi qui ai déjà fait quelque chose ? Et donc c'est vrai que le Nobel, ce serait le joyau de la couronne. Mais Nobel ou pas, ce que je crois qu'il veut, c'est le respect, et non pas le respect qu'on lui montre en ce moment, qui est quand même plus ou moins un respect d'apparence, mais qu'on reconnaisse, et que ce qu'on appelle, vous savez, ce que les présidents appellent, c'est très important, c'est leur legacy. Legacy, c'est l'héritage, et que dans les livres d'histoire, il n'y ait pas été impeaché 2 fois, même une 3e s'il y met de la bonne volonté. Mais a signé un accord de paix. Et il l'a dit dans son discours inaugural: je veux être celui qui arrête les guerres, je ne veux pas être celui qui les commence. Est-ce que cette rencontre, c'est aussi une manière pour Donald Trump de s'offrir une porte de sortie en disant écoutez, vous avez vu, j'ai essayé de faire entendre raison à Poutine, ça n'a pas marché, j'ai proposé des choses aux Européens, ils n'ont pas voulu. Maintenant, je m'en lave les mains, c'est plus mon affaire. Oui, vous avez raison, et c'est le scénario, le pire scénario, c'est qu'à un moment, il fasse ce qui était d'ailleurs une partie de son électorat pendant la campagne, disait finalement c'est pas notre guerre, on s'en lave les mains, qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Et surtout chez les Républicains. Mais on voyait ça aussi dans l'extrême gauche, disant si vous avez de l'argent à dépenser, pourquoi vous ne le dépensez pas ici auprès des gens qui en ont besoin ? Donc il y a toujours ce risque qui serait, je dirais, un peu munichois, où on s'en lave les mains et débrouillez-vous. Et c'est là que les Européens, tout en revendiquant leur place, se rendraient compte qu'ils ne peuvent quand même pas remplir celle des États-Unis. Que les États-Unis s'impliquent trop, mais qu'on leur demande de s'impliquer. On ne peut pas leur demander en même temps, on ne peut pas les accuser d'impérialisme et d'isolationnisme en même temps, bien qu'on le fasse constamment. Et la société américaine qui vous dit ça. Oui, vous êtes franco-américaine. Justement, la société américaine sur ce dossier précis de l'Ukraine aujourd'hui, vous parliez des démocrates, des républicains, elle est partagée, elle soutient Trump. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus ? Ce que disent les sondages surtout, parce que on voit qu'il y a une légère majorité d'Américains qui sont pour un engagement des Américains de leur pays dans le règlement du problème, et pour un règlement honorable, c'est-à-dire pas une paix à n'importe quel prix. Alors on voit évidemment parmi eux beaucoup de démocrates, ou de gens qui penchent démocrates, et un peu moins de républicains, mais on voit quand même au sein du Parti républicain qu'il y a un clivage, mais de plus en plus, et je pense que l'attitude de Poutine y est pour quelque chose, on voit quand même que le soutien à l'Ukraine qui avait baissé pendant la campagne est en train de remonter. Enfin, dernière question, Anne Toulouse, vous avez dit, on n'en parle pas beaucoup ici en France, en Europe, mais jamais un président américain en 6 mois n'a eu autant de pouvoir. Il y a eu le déploiement à Washington de la garde nationale. Est-ce qu'il a franchi encore un nouveau cap, Donald Trump, sur l'autoritarisme ?
Il y a une vieille querelle entre ce qu'on appelle le DC, District of Columbia, qui est le cœur de Washington, la capitale. J'ai habité depuis longtemps et puis j'ai fait comme beaucoup d'habitants. D'ailleurs, j'ai franchi le Potomac pour aller de l'autre côté parce que c'est vrai qu'il y a un problème d'insécurité à Washington qui est peut-être moins pire qu'il a été, mais ça existe. Alors, comme toujours, c'est la marque de Donald Trump et il est très bon pour diagnostiquer les problèmes. Mais alors, il répond au marteau-piqueur. Et là, il envoie la garde nationale dans la capitale, ce qui est une offense pour le maire. Mais il faut dire que c'est une enclave qui ne ressemble à rien d'autre, parce que vous avez une partie fédérale qui est très sûre, et puis vous avez d'autres qui sont beaucoup moins sûres. Et quand je suis chez moi, je regarde les actualités régionales, et je dois vous dire qu'il y a quand même des endroits où ça se passe mal, même en plein jour. Donc, au lieu de collaborer avec les autorités, carrément, il fait la guerre, et puis en plus, il y a... Alors, nous n'avons pas le temps d'entrer tout ça, mais dans le petit cloche-merle qu'est Washington, il y a beaucoup de conflits entre la maire de Washington et le président. C'est en train de se régler en ce moment, et aux États-Unis, on ne parle que de ça. Anne Toulouse, merci d'avoir été notre invitée ce matin. Vous êtes journaliste et essayiste franco-américaine. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'art de Trumper, ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde. C'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Anne Toulouse. Il est 8h31 sur Radio Classique.